au-dessus là d'inscription. On fait le webinaire de Restit de l'étude sur le moral de la fonction RH jeudi matin à 11h si ça vous intéresse. C'est parti, bienvenue à ce nouveau webinaire qui va être où l'on va parler de la restitution de la dernière étude qui a été menée par MyRHline en matière de comportement RH et d'utilisation de perspectives face au sujet de l'IA. On a sondé un peu plus de 400 entreprises et on va vous dévoiler un certain nombre de résultats. Mais je ne voulais pas le faire tout seul, je préférais me faire accompagner d'experts que je connais bien pour la plupart. Aymeric, Guilain et Philippe. Je laisse d'abord Philippe, qui n'a jamais fait de webinaire avec nous, enfin si, mais il y a longtemps. Philippe, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Christophe. Oui, donc Philippe Casello, je suis avocat en droit du travail au sein du cabinet Workwise Avocats qui est dédié au droit social des affaires et donc au conseil uniquement des entreprises et des dirigeants sur tous les sujets du droit social. Et effectivement, c'est mon deuxième webinaire avec Christophe. Alors Philippe, vous le retrouverez dans l'année parce qu'on va faire pas mal de formats ensemble. On a une conf qui est prévue ensemble au salon SRH et puis on fera d'autres webinaires sur d'autres sujets où de toute façon MyRHline a besoin aussi des conseils d'un avocat sur un certain nombre de sujets RH. Salut Guilain. Salut Christophe, bonjour à tous. Donc Guilain Fouché, moi je fais partie de l'équipe consultant solutions chez Smart Recruiters. C'est-à-dire que j'accompagne un certain nombre d'entreprises dans leurs enjeux recrutement et notamment dans la mise en place de la solution Smart Recruiters, comme vous l'aurez deviné. Mais surtout, plein de challenges des équipes recrutement et notamment sur l'IA. Donc je suis très heureux d'avoir été convié. Merci Christophe. On rappelle un Smart Recruiter qui est un ATS. Et puis Aymeric, salut Aymeric. Bonjour à tous. Du coup, Aymeric, alors moi je fais un peu trop de webinaires avec Christophe. Le premier. Donc je suis directeur science chez Assess First, donc une solution de gestion prédictive des talents. Et donc, pour synthétiser, je m'occupe vraiment de la construction du coup des IA qu'on utilise. Donc, je vais essayer de pas trop dire de bêtises avec qui a Philippe. Et je m'occupe aussi plus récemment de l'accompagnement des clients, c'est-à-dire dans l'implémentation du produit dans les entreprises. Top. Alors, pour vous présenter les résultats, on va faire, je crois que j'ai prévu 4 petits sondages à vous soumettre, et puis après, je vais vous montrer un petit peu les résultats. On va démarrer tout de suite. Premier sondage, votre niveau de maturité en entreprise en matière d'IA. Est-ce que vous êtes en phase exploratoire de réflexion? Est-ce que vous êtes au contraire déjà dans un déploiement actif? Est-ce que ce n'est pas du tout un sujet pour le moment, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas du tout adressé? Ou est-ce que vous en faites déjà une utilisation avancée? Et pour celles et ceux qui vont me dire, je vois qu'il y en a déjà 3 utilisations avancées, si vous pouvez nous dire dans le chat en quoi ça consiste. Alors je vous préviens tout de suite, si c'est pour nous dire que vous utilisez ChatGPT, pour moi, ce n'est pas de l'utilisation avancée. Ça dépend comment tu l'utilises, Christophe, après. Oui. Ouais, ça commence. Aymeric, les bonnes réponses. Alors, qu'est-ce que ça donne? On est combien pour l'instant? 88. Vous êtes 45 à avoir voté. Je vous laisse un petit peu de temps. Je sais, là, je vous prends direct à la 3e minute du webinaire. Ça va un peu vite, mais... Allez, une 60aine, ça va nous donner une idée. Fin du vote. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites exploration, phase de réflexion, on va dire en grande majorité, 42% du panel. Déploiement actif à 14%, pas un sujet pour le moment, quand même 8%, c'est intéressant. Et puis, utilisation avancée, 7%. Alors, c'est qui les utilisations avancées, là, les 7 personnes? Est-ce que vous pouvez au moins nous dire par rapport à quel process, qu'est-ce qui est utilisé exactement au sein de votre entreprise? Je vais vous montrer les résultats qu'on a eus dans l'étude par rapport à cette question. Au niveau de ce niveau de maturité face à l'IA, on est en phase. Il y a 8,5% qui rapportent une utilisation avancée, 44% qui sont en phase d'exploration, 28,5% en phase de déploiement actif et à peu près moins de 20% qui n'ont pas encore envisagé d'intégrer l'IA.
Ce qui signifie que on a, on va dire, pas tout à fait, mais presque les 2 tiers des boîtes qui aujourd'hui n'ont pas fait grand-chose ou n'ont carrément rien fait. Est-ce que c'est quelque chose, vous, alors je demande d'abord à Aymeric et Guilain, parce que vous avez des clients RH qui sont face à ces problématiques, est-ce que vous constatez ça, que finalement, j'ai l'impression que ça ne va pas si vite qu'on l'avait annoncé? Alors, je suis en phase, c'est-à-dire quand les résultats que tu montres là, en plus au niveau RH, c'est pas surprenant puisque c'est ce qui se recoupe aussi avec plein d'autres études. C'est-à-dire qu'en général, sur l'adoption un peu plus avancée, on va être entre 8 et 12 % et on voit qu'il y a quand même d'autres secteurs qui sont beaucoup plus avancés. Par exemple, les fonctions, on va dire les fonctions marketing ou fonctions produits, où là, on monte plus justement sur 25-30 % d'utilisation avancée. Donc au final, pas surpris de ces résultats. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est quand même, on va dire, assez paradoxal puisque, ce qu'on voit aussi en général, c'est que même si au niveau RH, on est parfois, on va dire un peu en retard, bah, c'est sur cette fonction-ci que, on va dire qu'on a les meilleurs résultats, tu vois, en termes d'économie, des choses comme ça. Donc un peu paradoxal, tu vois, de pas y aller plus vite puisqu'on a déjà des preuves, en nombre qui montrent que, bah, quand tu l'utilises bien, il y a vraiment un bénéfice qui est assez exceptionnel et supérieur par rapport à d'autres fonctions. Moi, je rejoins ce qu'a dit Aymeric. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu un sujet de l'IA est partout, tout le monde en parle, et cetera. Mais il y a pas forcément, je trouve, en face, alors ça commence, et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu, hein, et il y avait un gros chiffre de gens qui sont en train, d'y aller, en phase de réflexion, et cetera. Et il y a beaucoup de gens, enfin moi, de ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui me demandent: «Vous avez de l'IA dans votre outil?» Et donc tu peux dire oui, mais la question c'est, en fait, c'est pour tout outil, avant même l'IA, c'est à quel besoin ça va répondre? C'est quoi votre besoin aujourd'hui? C'est quoi là où vous avez des problèmes dans votre recrutement? Et donc aujourd'hui, il y a un peu ce sujet, je dirais, il faut aller sur l'IA. Mais en fait, la vérité, c'est pas faut aller sur l'IA, c'est faut répondre à, faut réussir à mieux répondre à nos candidats, faut réussir à mieux traiter, les candidats, faut réussir à trouver, effectivement, les meilleurs profils en adéquation avec nos postes. Et donc je pense qu'il y a ce paradigme qui est en train de se mettre petit à petit, là où au début, voilà, c'était juste, est-ce que vous avez de l'IA? Et maintenant, c'est, bah, est-ce que votre IA va pouvoir me permettre de réduire mes temps de recrutement? Est-ce que votre IA va me permettre de trouver des meilleurs profils, de réduire des biais, et cetera? Et là, on commence à parler de Ouais. choses qui sont de plus en plus En intéressantes. fait, c'est exactement ça, c'est ne pas prendre l'IA pour un simple outil, mais vraiment l'envisager dans une stratégie qui va répondre à un besoin, à l'amélioration d'un process, à une problématique. Et ne pas se dire, bon, ok, je mets une petite brique d'IA comme j'irais mettre une app quelque part. Il faut vraiment l'envisager de façon stratégique. Philippe, tu as déjà, toi, des retours des entreprises en général sur leur perception de l'IA d'un point de vue, je dirais, presque juridique. Est-ce qu'il y a des points qui ressortent? Bah, les points qui ressortent, effectivement, c'est les inquiétudes sur l'articulation de la mise en œuvre de l'IA et des règles juridiques qui existent et qui sont en train d'être affinées d'ailleurs. Effectivement, c'est des sujets qui passionnent de plus en plus nos clients et qui souhaitent savoir quelles sont les contraintes, en fait, tant vis-à-vis des salariés que vis-à-vis des représentants du personnel sur la mise en place des outils d'IA. Juste pour revenir un instant sur ce que vous disiez auparavant sur l'utilisation de l'IA dans l'entreprise, je dirais que les chiffres dépendent aussi de quel point de vue on se place. Parce que au niveau de l'entreprise, des entreprises, c'est vrai qu'on a le sentiment que l'IA ne se déploie pas vite, mais je pense que les chiffres seraient beaucoup plus beaucoup plus, beaucoup plus importants si on demandait aux salariés eux-mêmes combien d'entre eux se servent de l'IA au quotidien, quand bien même la société, leur employeur n'aurait pas mis en place d'outils d'IA officiellement. Ouais, Et parce que ce qu'on constate, c'est que beaucoup de salariés se servent en fait des outils comme ChatGPT en tant qu'aide ou qu'assistance, sans nécessairement le dire à l'employeur, ce qui d'ailleurs pose beaucoup de sujets, on y reviendra peut-être plus tard, sur la protection des données et la fiabilité du travail des collaborateurs. ouais, et en plus, j'ai eu pas mal de retours en ce sens de salariés qui étaient dans les grandes boîtes en licence Microsoft et qui me disaient, je leur disais, bah, avec ChatGPT, moi j'arrive à faire ça, et ils me disaient, bah oui, mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser ChatGPT avec Copilot. Euh, Copilot est quand même un cran en dessous de ChatGPT en termes d'IA générative.
Et effectivement, ils utilisent un ordi perso à côté pour compléter et aller faire du chat GPT. Et oui, là, il y a un vrai risque en fait de divulgation d'informations de l'entreprise à l'externe. Potentiellement, c'est pas du tout encadré. Bon, les utilisateurs avancés ont préféré pas nous dire de quoi ils parlaient. Peut-être qu'ils l'utilisent sur le côté, justement. Deuxième petit sondage. Alors, hop. À votre avis, combien d'entreprises ont sensibilisé leurs collaborateurs à l'IA? C'est-à-dire réunion d'information, enfin de la simple sensibilisation. Ou, comme on vient de le dire, hein, sur des sujets d'éthique, de sécurité des données. Les gens ne sont pas très optimistes. Ou réaliste. Ou réaliste, on verra le résultat. Ça laisse entendre que les gens qui répondent ça n'ont pas été sensibilisés en interne. C'est ça, il y a ce qu'ils ont ressenti en tant qu'employés et ce que l'entreprise a l'impression d'avoir mis en place. C'est assez différent. Parce que effectivement, tu as souvent ce biais, en fait. Oui, on a fait, mais est-ce que l'action a porté ses fruits? C'est autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, Stéphanie nous dit, ou le sentiment que notre entreprise est plus avancée que d'autres. Oui, ça marche dans les deux sens, Stéphanie. 48% du panel qui nous dit plutôt 23%, donc c'est ce qui ressort. Et en réalité, oui, c'est ça, c'était 41%. Donc Attends, c'était quoi le... Je suis pas réveillé. Non, on nous disait 23%. Et en fait, la bonne réponse, c'est 41%. Donc, c'est un peu plus. C'est près du double. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans ces résultats, alors il n'y a pas que ce résultat unique. Il y a 62% des entreprises qui n'ont pas encore mis en place de charte ou de comité éthique pour encadrer l'IA. Je trouve que c'est assez... sur 407 entreprises sondées, je trouve ça assez hallucinant. D'autant que dans le panel, on était quasiment sur... 25% de TPE, 25% de PME, 25% de TI et 25% de grands groupes. Excusez-moi une seconde, j'ai fait une connerie, j'ai laissé les clés sur la porte. J'arrive. Et donc, du coup, Philippe, toi, c'est des choses sur lesquelles tu accompagnes les entreprises, cette partie-ci? Tout à fait, oui. Charte Bien et sûr. comité éthique. Oui, tout à fait. Et finalement, toi, tu as beaucoup de demandes en ce sens, de création de chartes, d'accompagnement, de création de comités d'éthique, ou c'est encore à la marge? Parce que quand on voit les résultats... En fait, je dirais qu'on n'y est pas encore, parce que là, je dirais que les demandes qui nous arrivent, c'est des demandes d'analyse préalable des obligations. Alors déjà, d'analyse des logiciels en question. Et est-ce qu'on peut considérer que ces logiciels sont des nouvelles technologies qui justifieraient la consultation du CSE avant la mise en œuvre? Est-ce qu'on peut considérer que les logiciels d'IA peuvent avoir des conséquences sur les conditions de travail, sur la santé mentale des salariés, etc., etc. Et donc, il y a tout ce travail d'analyse préalable avant l'introduction effective de ces outils dans l'entreprise et avant, et c'est ce point qui est intéressant, la mise en place des fameuses chartes ou comités éthiques. Et c'est vrai que le chiffre de 72,5% des entreprises qui n'ont pas mis en place de charte ou de comité éthique est quand même très surprenant. Parce que on se doute bien, et c'est ce qui ressort des chiffres également, qu'il y a au moins 62% des entreprises dans lesquelles les salariés se servent à un moment ou à un autre des outils d'intelligence artificielle. Et il paraît indispensable de prévoir dans la charte informatique ou dans une charte spécifique qui serait annexée au règlement intérieur des règles de bonne conduite et des règles de discipline sur l'usage qui est autorisé ou qui est interdit de ces outils d'intelligence artificielle. Et donc c'est vrai que 62% des entreprises qui n'ont pas mis en place de charte, alors
je ne sais pas si est-ce qu'elles entendent une charte spécifique à l'intelligence artificielle ou est-ce que le sujet n'est même pas abordé dans le règlement intérieur ou dans la charte informatique. Je ne sais pas, effectivement. Mais ça paraît ça paraît être un chiffre excessivement important. Ouais. Et concernant le comité éthique, on est, à mon avis, davantage, autant la charte informatique ou la charte IA se concentre sur les règles à l'attention des salariés, le comité éthique, c'est plutôt mis en place du côté de l'employeur sur comment l'employeur et la société peut mettre en place et peut se servir de l'IA pour l'activité, mais aussi vis-à-vis des salariés. Donc on a la charte pour les salariés, le comité éthique pour l'employeur, et c'est vrai que les deux sont des éléments très importants, voire essentiels, et effectivement, il est nécessaire de les mettre en place. Voilà, l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, les entreprises laissent faire leurs collaborateurs pour l'instant. Il y a un espèce de no man's land de OK, on sait qu'ils utilisent ChatGPT ou d'autres, ou Midjourney ou d'autres IA. Et puis, de toute façon, on laisse faire parce qu'ils le font sur leurs outils perso. Et finalement, à réguler, c'est compliqué. Et puis, sur l'autre aspect, par exemple, moi, je suis DRH, je décide d'acquérir Smart Recruiter qui contient de l'IA. Bon, je n'ai pas forcément besoin d'en parler à qui que ce soit en interne parce que finalement, ça vient juste renforcer un process. C'est déjà dans mon outil SIRH. Est-ce que ça nécessite une charte? Je ne suis pas certain. Non, mais ça nécessite sûrement une information, voire une consultation du CSE, puisqu'on introduit dans l'entreprise une technologie nouvelle, en fait. OK. Et l'information des candidats. Après, je pense qu'à ce niveau-ci aussi, moi je le vois dans certaines entreprises, il y a une forme d'inertie qui est parfois amenée par une absence de compréhension, en fait. C'est-à-dire que même au niveau de la régulation, etc., il y a des choses parfois qui sont tellement ambiguës que si tu n'as pas de gens aussi en interne qui sont capables de t'expliquer les subtilités, etc., et vraiment d'avoir quelqu'un en interne qui comprend lien, ça devient compliqué. Tu vois, par exemple, je prends notre exemple chez Assessors, on a du coup notre équipe legal qui s'occupe de ça, qui est vraiment à fond sur le sujet. Mais eux-mêmes, parfois, tu vois, ils me disent, en fait, on attend de ça, nous, on nous dit qu'une IA, c'est considéré comme ça, sauf que c'est pas la vraie définition d'une IA. Et dans beaucoup de textes, tu vois, tu te retrouves à te dire qu'une IA, c'est une opération mathématique. Genre, si dans ton application, tu fais 1 + 1 = 2, bah, c'est une IA, tu vois. Et il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus qui fait que je pense que si tu n'as pas des personnes qui sont familières avec le sujet en interne et vraiment des leaders identifiés, on va dire, sur la partie IA, bah, tu peux en fait te retrouver dans une forme d'inertie en me disant, bah, en fait, ça, c'est ambigu, etc. On va attendre d'autres choses, etc. Et de fil en aiguille, bah, attendre des semaines, des mois, etc. Et pas franchir le pas, tout simplement. Ouais. Guilain? Ouais, moi j'appuie le point d'Emeric, c'est que effectivement, je me demande si l'IA a été tellement vite. Je pense qu'on n'a pas vraiment vécu de révolution qui jusqu'ici est allée si vite. Donc il y a peut-être effectivement un peu un dépassement et un manque de compréhension. Et là, je vais pas commencer à parler de l'IA Act parce que avec Maître qui est là, je vais passer pour un rigolo. Mais en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est que même dans l'IA Act, tu as plusieurs classifications. Et même quand tu as ton outil, moi je sais que chez nous, chez Smart Recruiter, c'est pour savoir où est-ce qu'on classe Smart Recruiters, et même il y a des parties de Smart Recruiters qui se classent dans des trucs différents, voilà, ça demande beaucoup de réflexion. Donc en attendant, on parle de ChatGPT, mais tous les usages qui se font de partout, de tout le monde, là où l'entreprise doit quand même être plus structurée. Alors évidemment, charte, c'est peut-être plus simple à mettre en place, mais quand derrière, il faut comprendre où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les données, où est-ce qu'elles vont, etc. Il y a quand même un vrai travail. Et derrière, ça explique aussi, j'aime bien aussi le dernier point où la formation est insuffisante. Quand tu dis que moins de 10% des salariés ont été formés à l'IA, c'est exactement ce que disait Émeric à l'instant, c'est que, en fait, y a-t-il vraiment des connaissances et les connaissances, en fait, elles sont partielles, en fait, on va dire, et qui empêchent parfois aussi cette mise en place et ce mouvement. Bah, le dernier point, il est intéressant. Ouais, 65% des entreprises, il y a moins de 10% des salariés qui ont été formés à l'IA. Moi, j'ai beaucoup interrogé les RH sur leur perception de l'IA et notamment, est-ce que vous vous êtes formé, est-ce que vous avez, au sein de la DRH, nommé par exemple un espèce d'expert RH IA, tu vois, qui va porter un peu le projet, enfin la vision. Et ça, c'est encore quasiment absent de la plupart des DRH. Alors, il y a beaucoup de RH qui ont fait des séminaires, des réunions, parce qu'en fait, le problème de l'IA, c'est que tu as beaucoup de consultants autoproclamés experts IA
Et on sait que la fonction RH, comme toutes les autres fonctions, on a toujours des guignols qui viennent vendre tout et n'importe quoi dès qu'il y a un nouveau concept, etc. Et d'ailleurs, toutes ces formations, moi, ils m'ont dit, bon, j'ai rien appris en fait. Et donc, ils sont rentrés chez eux et ils ont repris leur quotidien de RH. Donc, je pense qu'il y a aussi ce problème actuel qui est, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un gourou de l'IA pour les RH. C'est faux. Personne n'a le recul. Donc, ça aussi, c'est une problématique. Comment on forme des équipes avec finalement si peu de recul et pas vraiment d'experts? On est vraiment en test and learn. J'en discutais lors d'un événement Edflex qui remettait là, les trophées de la formation en octobre dernier. Et j'écoutais notamment la directrice du learning chez L'Oréal qui disait « Mais chez nous, de toute façon, on fonctionne en test and learn parce que on peut utiliser, ou même il y avait aussi la personne qui s'occupe du digital learning chez une partie d'Orange, qui disait, moi, des fois, je prends des outils, je les teste, puis je les jette. Et puis je recommence. Et puis j'essaye autre chose. Donc j'ai plus l'impression que c'est ça, finalement. Plutôt que d'aller chercher des gens qui forment, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui plutôt dans une logique de se dire, ok, c'est ça qui ne va pas dans mon process, comment je l'améliore? Ok, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 techno-IA possibles. En fait, il faut que je les teste. Après, alors je pense que c'est une réalité, mais je pense que ça vient aussi, tu vois, de l'absence de compréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as le choix entre différentes IA, si tu creuses un peu, tu peux en fait savoir laquelle va être la plus pertinente pour ton cas. Et pas uniquement en fait au niveau de l'IA, tu vois, c'est au niveau pour moi aussi des personnes qui la construisent. Et je reprends toujours cet exemple, tu vois, pour moi, je reprends notre exemple chez Assessors, des fois on a des concurrents qui se lancent, qui vont durer 6 mois, et au final, quand tu regardes l'équipe qui est en charge de la construction, c'est que des profils commerciaux en fait. Tu peux en citer, Emric? Non, je déconne. Faut me lancer comme ça. Mais donc, tu vois, moi, c'est un premier signe d'alerte, et tu n'as pas besoin d'être formé à l'IA ou d'avoir un master en data science pour reconnaître ça. C'est-à-dire que si tu vas chez un éditeur, tu regardes l'équipe et tu vois que des profils commerciaux, tu te dis, il y a un problème en fait, il y a un problème. Et même, tu vois, je sais qu'on avait parlé avec toi, Christophe, et si je ne me trompe pas, c'était Ava RH, si je ne me trompe pas, où justement, tu vois, il y a aussi besoin dans ce genre d'équipes qui vont travailler sur des IA, de regarder, est-ce que c'est des gens qui ont bossé dans les RH, est-ce que c'est des RH, etc. Et s'ils comprennent déjà, tu vois, mes process RH avant de développer des IA, ça, pour moi, c'est important. Et ce qui est important aussi dans les chiffres, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'aussi, on est un peu entre guillemets, dans une phase de lune de miel avec l'IA, c'est-à-dire, et c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dépassé, tu vois, leur peur un peu égocentrée sur l'IA, tu vois, et de se dire ça va me remplacer, etc. Et les gens sont hyper demandeurs, tu vois, d'avoir ce genre de sensibilisation, de formation, etc. Donc il y a vraiment un écho au niveau collaborateur. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante pour moi. Mais il y a parfois un comportement un peu naïf des entreprises. Et là, j'ai refait l'exemple avant ce webinaire par rapport au Q1 2023. Du coup, j'ai regardé juste dans plusieurs millions d'offres d'emploi, en fait, est-ce que les entreprises recherchaient davantage, tu vois, de connaissances IA, genre sur ChatGPT, de connaissances de base. Et au final, tu as un boom de quasiment plus 2000% par rapport au Q1 2023 sur les entreprises qui recherchent, tu vois, des compétences IA. Et donc, au final, qui vont les rechercher en externe, mais qui vont, au final, d'après tes fiches, tu vois, pas prendre le temps de sensibiliser, faire monter en compétences les équipes en interne. Ouais. Donc, au final, on sent qu'il y a un besoin et qui est recherché, mais qui est parfois mal adressé, on va dire. Il y a Thierry qui disait en commentaire, c'est bien gentil de parler d'IA, mais une des problématiques des RH, déjà, c'est la qualité de leur data. Et on sait que c'est le nerf de la guerre. Tu peux mettre n'importe quelle IA, si en entrée, tu as des datas qui sont incomplètes ou erronées. Et c'est pour ça qu'on voit qu'un des facteurs d'adoption de l'IA principal, tu vois, c'est est-ce que avant l'IA, tu avais mis en place aussi des technologies complémentaires. Tu vois, par exemple, les boîtes qui avaient pris le virage du big data, de la data tout court, du cloud, etc. avant,
on se rend compte qu'elles sont bien mieux équipées pour passer à l'IA, déjà en termes d'acculturation technologique, mais aussi en termes de mise en place de process, des choses comme ça. Et donc, clairement, l'adoption, on va dire, précoce et bien avant l'IA de cette culture technologique et data est un grand facilitateur pour aller vers l'IA. Et juste pour appuyer le point d'Emeric, parce que je suis totalement d'accord avec ce point de vue d'acculturation, c'est que aujourd'hui, Christophe, tu disais, est-ce qu'on peut former parce que on sait pas forcément, on n'a pas forcément le gourou, etc. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi, mais on peut former même ne serait-ce que sur des concepts de base. Moi, je sais pas le nombre de posts LinkedIn qu'on voit passer de gens qui disent ouais, l'IA m'a rejeté de tel poste. Et en fait, quand tu te poses, en fait, tu te rends compte que juste il a postulé pour un poste de livreur, il n'avait pas le permis. C'est pas de l'IA, ça, c'est de l'automatisation. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a même comprendre l'IA, comprendre que c'est différent de l'automatisation, c'est déjà des choses assez basiques, entre guillemets, mais peut-être que tout le monde n'est pas formé. Nous, ça nous paraît basique parce qu'on parle d'IA au jour le jour. Ah, nous, ça nous paraît basique, et puis on a une appétence pour ça. Exactement. Quand on se met à la place d'un RH qui est déjà dans son quotidien à 200 à l'heure, avec quand même, on va pas se mentir, une tonne d'administratifs, de réglementation à gérer, il a peut-être pas forcément envie pendant sa pause d'aller se renseigner sur l'IA. Donc je pense que pour certaines populations, on a vraiment besoin de plus d'accompagnement. Les gens vont pas y aller d'eux-mêmes. Et après, pour revenir sur cet aspect gourou de l'IA, je pense que quand même, il y a une responsabilité côté entreprise de dire quand tu invites, et j'en ai vu dans pas mal de cas, quand tu invites un mec qui a mis je suis le roi du prompt sur LinkedIn et qui en fait, juste avant, comme le disait Guilain, était livreur ou un truc comme ça, tu vois, tu te dis quand même, est-ce que je fais pas une petite connerie, tu vois. Donc je pense qu'il y a quand même comme quand tu invites David Bernard pour parler de tests psychométriques. très clairement. Je sais pas pour les entreprises qui essaient de le faire, tu vois. Et par contre, dernier petit point intéressant sur ta stat, sur les 10% qui sont formés en interne, ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a de nouvelles études scientifiques, là, méta-analyses qui ont été faites, etc., qui montrent que en fait, tu as une barrière à partir de laquelle tu vas avoir des effets bénéfiques de l'IA, et cette barrière, c'est 25%. C'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 25%, tu vas avoir une courbe plate en termes de bénéfices, et à partir de 27%, ça fait un peu en fait une courbe en J comme ça. C'est-à-dire qu'à partir de 25%, ça va croître de manière hyper exponentielle, mais en dessous de 25%, tu n'as aucun gain. Donc il y a en quelque sorte une petite barrière fatidique, tu vois, sur les 25%, ce qui me fait dire que là, 10%, pour vraiment avoir des bénéfices dans l'entreprise, on reste quand même assez loin du compte. Philippe, une question. On n'a pas parlé IA Act et compagnie. Est-ce que ça, c'est des choses qui font dire aux entreprises, finalement, on va attendre, ou on va attendre que ça évolue d'un point de vue juridique parce que je sais que au tout début, il y avait quand même cet attentisme des entreprises de se dire, tiens, en Italie, le gouvernement a légiféré, on va attendre que la France fasse pareil. Est-ce que les entreprises sont attentistes en matière de dispositifs législatifs par rapport à l'IA? Alors non, c'est pas mon sentiment parce que déjà il y a déjà une législation qui existe. Le RGPD avait déjà posé les bases de l'utilisation d'outils automatisés comme l'IA au sein des entreprises et vis-à-vis des salariés. Donc il y a déjà un socle de règles qui existe. En plus de ça, la CNIL émet toute une série de recommandations et de guides assez fréquemment sur en gros les bonnes pratiques et les pratiques à exclure au sein des entreprises. Donc on a déjà un socle réglementaire et un socle de bonnes pratiques émis par des autorités publiques telles que la CNIL qui permettent en fait à nous avocats et à nos clients de savoir un peu où on met les pieds et quelles sont les obligations déjà aujourd'hui. Donc en tout cas moi ce que j'ai constaté c'est il n'y a pas d'attentisme à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que l'IA Act risque d'apporter de nouvelles règles. Je crois que la transposition est prévue au plus tard pour 2026. Donc, on attend effectivement une loi française courant d'année 2026, je crois, ou alors peut-être plus tôt, pour mettre en pratique en France les règles issues de l'IA Act. Mais à mon sens, c'est pas quelque chose qui bloque nos clients et c'est vrai que nous, on est déjà en mesure d'émettre des recommandations et des analyses sur les sujets IA
Alors c'est vrai qu'il y a des zones de flou, puisque c'est nouveau, tout n'est pas encore couvert, mais c'est pas bloquant, je dirais. Il y a Régis qui nous dit: j'aimerais qu'on relativise l'utilisation de l'IA. À mon avis, l'utilisation abusive de l'IA n'améliore pas la fonction RH. C'est la première fois que j'entends celle-là. Après, encore une fois, je suis un peu d'accord avec lui, et c'est ce que disait tout à l'heure Guilain, c'est-à-dire que parfois, on a aussi des entreprises qui veulent mettre de l'IA parce que c'est un terme à la mode, etc. Mais parfois, en fait, tu n'en as pas besoin, tu vois. Oui, parfois ça sert à rien, mais je pense qu'on en est très très loin de l'utilisation abusive, puisque la plupart des entreprises ne l'utilisent pas. On leur a demandé par exemple le rôle de l'IA dans la stratégie RH. Donc évidemment, 89% des DRH pensent que l'IA va transformer les métiers RH, mais 70% des directions RH considèrent encore l'IA comme marginale ou absente de leur stratégie. Oui. Donc on en est très très loin. Oui, c'est sûr. Après, encore une fois, ça rejoint aussi. Il n'y a que les grandes entreprises dans le panel supérieur à 10 000 salariés qui, à 50%, estiment que l'IA est un élément fondamental ou important. Donc, en plus, il y a, je trouve, dans ces sujets d'IA, il y a un peu comme une fracture numérique entre je suis une TPE, PME et je suis un grand groupe. On voit très bien que les grands groupes ont déjà abordé le sujet, sont déjà équipés. D'ailleurs, les 8% qu'on voyait en tout début de webinaire, de boîtes qui ont une utilisation avancée sont des entreprises supérieures à 10 000 salariés. Oui. Après, ce qui est intéressant, et alors de base, je suis scientifique, donc j'aime bien mentionner les études, etc. Mais tu as pas mal aussi d'études qui montrent que dans beaucoup de cas, c'est une raison de coût. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, tu es parfois encore sur des IA qui coûtent cher, etc. Surtout si tu te diriges vers les mauvaises. Et donc forcément que c'est plus difficile, tu vois, pour des petites entreprises, des TPE, etc., de vraiment y aller. Et tu vois, elles n'ont pas pour moi non plus cette capacité à faire ce que tu disais tout à l'heure, de test and learn et d'en tester 3. Si ça va pas, voilà, tu vois, la poubelle. Donc qui contribue également à ça, tu vois. Donc il y a ça. Après, ce qui serait aussi intéressant de le faire, tu vois, au-delà de ce côté grosse entreprise, petite entreprise, c'est aussi par rapport au niveau de turbulence de ton secteur. C'est-à-dire que tu as aussi des boîtes, tu vois, qui pour moi n'ont pas vocation à aller vers de l'IA parce que leur activité, tu vois, de base, n'est pas une activité on va dire de turbulence, tu vois, qui ne change pas des masses, des choses comme ça, et qui au final ont aussi peut-être un peu plus de temps pour y aller. Ouais, Daniel disait, est-ce que la fracture TPE, PME versus ETI grand groupe se retrouve aussi dans la population en fonction de leur niveau de ressources et d'éducation? En fait, c'est une simple équation de... Dans une TPE, en général, tu as quoi? Tu as personne à la RH, tu as le comptable. Dans une PME, tu vas avoir 2-3 RH. Et dans les ETI grand groupe, dans les ETI, tu commences à avoir des directions de ressources humaines de 7 à 15 personnes. Et dans les grands groupes, tu peux avoir, je sais pas, 300-400 personnes à la RH. Donc, c'est une question de ressources principalement et d'affectation des ressources au projet. Complètement. Petite question suivante, puisqu'on a quand même pas mal parlé des IA génératives. Ces IA génératives, quel est leur taux d'utilisation dans les entreprises selon vous? C'est les utilisations par les salariés ou par l'entreprise? Par les salariés. Ouais. Quand tu dis IA générative, c'est ChatGPT, Copilot, ce type d'IA. Il y a Thierry pendant ce temps-là en commentaire qui dit, question pour Philippe, j'ai vu récemment une RH envisager d'utiliser l'IA pour déterminer si un manager est performant sur un plan social, turnover, absentéisme. Est-ce que c'est possible également? Est-ce que la démarche est éthique? Alors, éthique, j'en sais rien. Ça, c'est une question qui est propre, je dirais, à chaque organisation. Légale, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça pose un certain nombre de contraintes et de sujets législatifs. Ça, c'est certain. Parce que déjà, pour mettre en œuvre un tel
contrôle, parce que finalement, c'est un contrôle de l'activité des salariés. Ça nécessite, encore une fois, de consulter le CSE, d'informer les salariés du fait que l'on recueille un certain nombre de données personnelles par voie automatisée, qu'elles seront traitées par une intelligence artificielle. On a également la contrainte posée notamment par l'article 22 du RGPD que l'intelligence artificielle ne peut pas toute seule prendre des décisions concernant des salariés, mais il y a forcément un regard humain sur ce que conseille ou ce que décide l'intelligence artificielle, mais encore une fois, elle ne peut pas décider toute seule. Et surtout, l'IA Act catégorise comme étant à très haut risque l'utilisation de l'IA pour, en tout cas dans le domaine RH, et notamment pour le contrôle de l'activité des salariés, le turnover, l'absentéisme, etc. Donc c'est une mise en œuvre à prendre avec de très grandes pincettes, de très grandes précautions. Alors éthique, je sais pas, mais en tout cas juridiquement, ce sont des sujets très 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 intéressants. Alors, résultat des courses, vous êtes plutôt sur 29 ou 49% selon vous d'utilisation par les collaborateurs en entreprise. Et en réalité, c'est 71%, la perception. Alors après, on vous a demandé les principaux... Moi, ça ne me surprend pas, 71% des salariés qui utilisent l'IA. Alors évidemment, là, dans les boîtes qui ont répondu et les lecteurs de MyRHline, en général, on est plutôt sur des secteurs tertiaires, donc ça ne me surprend pas du tout. Et on a demandé ensuite les principaux cas d'usage RH. Donc le principal est la communication interne, puis recrutement, formation, création de contenu, guide, support, contenu pour la marque employeur, recommandation de formation interne, génération de parcours de carrière. Voilà, pour l'instant, un peu les cas d'usage. On savait, recrutement, que c'était le cas le plus... il y a beaucoup de boîtes qui l'utilisent pour faire leur scorecards, pour faire leur guide d'entretien, rédiger leurs annonces, etc. Et puis pour de la com interne, c'est pareil. Après, je trouve ça hyper positif. Parce que si je me souviens bien, tu avais refait le même genre d'études il y a quelques mois, Christophe. Ouais. Et moi, mon commentaire, c'était de te dire, c'est un peu dommage, puisqu'on voit surtout des tâches, tu vois, de rédaction, rédiger des posts LinkedIn, communication interne, etc. Exactement. Et là, tu vas voir des choses arriver sur le recrutement, la formation, la génération de parcours de carrière, etc. Alors déjà, je trouve ça hyper positif, et ça montre une autre réalité aussi, qui est celle que je mentionnais au départ, qui montre aujourd'hui, encore une fois, on a de nombreuses études qui montrent ça, que les RH sont la fonction qui arrive à tirer le plus rapidement parti de l'IA, en fait. C'est-à-dire que sur certaines autres fonctions, on va être sur 7-9 mois. Sur la fonction RH, j'ai repris une étude qui montre que c'est en seulement 1 à 4 mois qu'au niveau RH, on va être en mesure de déployer des IA et d'en tirer bénéfice. Et tu vois, c'est les chiffres que je vois là, ça montre aussi un peu ça. Il y a quelques mois, on était sur une utilisation qui était, à mon sens, encore une fois, plus naïve, entre guillemets. Ouais. Et là, de voir des choses arriver qui sont pour moi beaucoup plus quali et beaucoup plus poussées, notamment le 13,5%, tu vois, sur les parcours de carrière, je trouve ça hyper intéressant. Oui, il commence à y avoir un peu plus de recul sur pourquoi on pourrait utiliser même l'IA générative et je pense qu'il y a quand même eu un certain nombre de tests qui ont été faits par des RH pour voir comment ils pouvaient se l'approprier et exploiter ça pour venir compléter ou améliorer un process. Alors, on leur a demandé concernant l'automatisation dans le recrutement, donc vraiment là une automatisation via IA des flux de CV, d'analyse automatique, etc. Là, l'adoption est très faible. 80% des entreprises n'ont pas du tout automatisé leur process de recrutement via l'IA. Alors, les grandes entreprises, toujours supérieures à 10 000 salariés, elles se distinguent. Là, on a 40% qui ont intégré des processus d'IA automatisés dans le recrutement. Okay. Et il y avait un autre point qui était intéressant parce que souvent, quand on parle d'IA en RH, on parle aussi des chatbots. Donc, il y a des gens qui confondent un peu les deux. Sauf qu'en fait, il y a le chatbot d'un côté qui
je dirais, historiquement se baser sur des référentiels, des bibliothèques de questions et de réponses préprogrammées. Sauf qu'aujourd'hui, les nouveaux chatbots utilisent de l'IA pour auto-suggérer les questions que vous allez poser, pour vous aider à bien formuler vos questions, et puis utilisent des datas qui vont être trouvées dans différents systèmes d'information, ou même sur le web parfois, pour vous apporter des réponses à ces questionnements. Donc là, effectivement, dans les chatbots de nouvelle génération, on a de l'IA générative beaucoup plus tout court, puisqu'avant, on n'en avait pas. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on en parle beaucoup de ces chatbots et que finalement, il n'y a que 14% des entreprises qui sont équipées de chatbots, ce qui est très faible en fait, parce qu'on sait qu'il y a quand même un vrai gain, notamment de temps, pour les équipes RH. Ça enlève quand même une grosse partie administrative. Et puis, toujours pareil, les plus avancés, alors là, on descend un peu d'un segment, c'est les supérieurs à 5000 salariés qui, eux, l'utilisent à plus d'un tiers des entreprises. Donc, c'est pareil, ça reste des technos utilisés par des grosses ETI et grands groupes, et ils l'utilisent principalement pour répondre aux questions des employés et aussi pour améliorer l'expérience candidat. Les chatbots sont de plus en plus intégrés dans le parcours candidat. Ouais, juste pour ce point de chatbot, Christophe, moi, ça me parle beaucoup parce que de la même manière que l'IA, elle marche sur la data sur laquelle tu l'as entraînée, pour moi, l'adoption des chatbots, elle marche sur notre expérience. Moi, je me souviens de certains sites de transport, dont je ne citerai pas le nom, qui se sont lancés sur les chatbots il y a déjà un bout de temps déjà, où tu demandais un truc, tu n'avais jamais de réponse. Et donc, en fait, dans l'inconscient collectif aussi, les chatbots, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça, c'est que dans l'inconscient, le chatbot ne fonctionne pas. Et c'est aussi la raison, en fait, de manière générale de l'IA, c'est de lui donner, comme disent les Américains, son why, quoi. Enfin, pourquoi ça va nous servir, pourquoi on va réussir, de la même manière que le QR code avant le Covid n'a jamais marché. Et tout d'un coup, il s'est mis à marcher avec le Covid parce qu'on lui a donné une raison d'exister, et on a trouvé pourquoi, à quoi ça allait servir et l'intérêt. Et donc, je pense que c'est pareil pour les chatbots. Quand on arrivera à montrer l'intérêt qu'ont ces chatbots, intérêt dont tu as parlé juste avant, là, tout d'un coup, je pense que la perception va changer et on va engager. Mais je pense, à mon sens, il y a encore un peu une vision des chatbots tels que on les a connus quand ils ont commencé sur des arbres décisionnels où quand tu n'as pas exactement le mot-clé, il te dit « Je suis désolé, je n'ai pas bien compris votre réponse ». Erreur 404. Voilà. Émeric, si c'est pour écrire des conneries dans le chat, c'est pas la peine. Hein. Il n'y a pas d'IA. Oui, c'est demander ça. Régis demandait quelle est l'IA la plus efficace pour la fonction RH et pourquoi. Mais en fait, c'est l'IA qui va répondre à votre besoin. Il n'y a pas une IA plus efficace qu'une autre. Tout dépend de ce qu'on adresse comme problématique. Sur la question de l'impact de l'IA sur l'expérience collaborateur, évidemment, 80% des RH perçoivent un impact positif ou très positif de l'IA sur l'expérience collaborateur et pensent que ça va vraiment contribuer à transformer l'expérience candidat, l'expérience collaborateur. Pardon ? Non, j'allais dire, encore une fois, tu vois, quand tu arrives vraiment à personnaliser ce que tu proposes, que ce soit côté candidat ou collaborateur, bah forcément, ton message résonne de manière différente et impacte beaucoup plus fortement les personnes cibles, quoi. Ouais. Et sur les bénéfices de l'IA selon les RH, alors évidemment, à 77%, c'est le gain de temps. Parce qu'on sait que, effectivement, c'est là où il y a un intérêt indéniable, la réduction des tâches répétitives, et puis amélioration de la communication et de la personnalisation, comme tu viens de le dire, Émeric, qui sont les axes effectivement hyper intéressants. En perspective d'investissement, 56% des boîtes nous disent qu'elles vont augmenter leurs investissements dans l'IA en 2025, donc un peu plus d'une boîte sur deux. Donc ça, c'est bénéfique pour vous trois, hein, je vous le dis. Par contre, toujours pareil, 38% n'ont pas de stratégie claire pour initier ou étendre l'usage de l'IA. Et donc, on revient à 40% des boîtes qui travaillent et qui vont travailler début 2025 sur une véritable stratégie IA. Et on en revient sur le sujet qu'on mentionnait finalement au départ de la stratégie avant de parler d'IA, de parler du besoin, de définir et d'avoir... Enfin, nous, par exemple, chez Smart Recruiter, ce qu'on a dit au moment de l'arrivée de l'IA, c'est que c'est bien beau de mettre un petit bouton qui va te générer du texte à tel endroit,
Mais est-ce que tu vois la vision de bout en bout, du moment où tu as un besoin, au moment où tu recrutes, est-ce que tu arrives à faire quelque chose de bout en bout et que tu réponds à un besoin global? Et c'est vraiment ça qui va être la clé pour moi. Ouais. Alors, il y avait, s'il y avait une urgence, on a demandé laquelle serait-elle pour vous pour 2025. Et à 57% des boîtes, la priorité, c'est de former les collaborateurs à l'IA. Donc là, c'est vraiment, on n'est plus dans l'idée de se dire, non, on va former, pratiquer des IA aux collaborateurs. Comme tu le disais, Aymeric, hein, si on ne comprend pas une IA, si on ne sait pas à quoi ça sert, comment ça a été conçu, etc., si on ne l'a pas utilisé par soi-même, on ne peut pas comprendre les enjeux ni imaginer les modes opératoires auxquels l'IA va pouvoir Tu vois, pour moi, c'est une forme d'émancipation intellectuelle déjà de savoir quels sont utilisés, quels sont les biais, quels sont aussi moi mes propres biais et comment tu vois, je peux me compléter avec l'IA. Et quand on a aussi une connaissance même une connaissance de base de comment fonctionne l'IA, ça te permet toi aussi d'être plus performant dans la manière dont tu vas utiliser. Tu vois, on le voit par exemple, si je prends un exemple de base ChatGPT, si tu sais comment le truc fonctionne, forcément, ce que tu vas mettre en entrée sera plus pertinent pour avoir une sortie qualitative. Ouais. Et puis, il faut aussi pas oublier que l'employeur a une obligation de formation de ses salariés et de maintenir leur capacité à occuper un emploi. Donc, pour les métiers qui vont être à l'avenir fortement impactés par l'IA, former les salariés, finalement, il ne faut pas oublier que c'est aussi une obligation des entreprises. Ouais, ça va, l'entretien professionnel, c'est tous les 2 ans, c'est pour ça qu'ils prennent leur temps. Alors, il y avait, pour finir, on leur a demandé finalement, alors c'est quoi les freins principaux pour vous à l'adoption de l'IA? Manque de compétences internes pour 58%, donc c'est ce qui ressort le plus. Préoccupation sur la sécurité des données à 53%. Et puis, à 51%, on ne l'a pas évoqué là, mais c'est la résistance au changement. Parce que ça fait quand même des mois qu'on entend dire « Ah, l'IA va supprimer des postes, l'IA ci, l'IA ça ». Donc, il y a à la fois un sentiment de méfiance, de crainte. Bon, la résistance au changement, on l'a dans tous les projets de transfo, hein, mais je pense que c'est un peu plus exacerbé en matière d'IA. Après, un point important pour moi sur la résistance au changement, et ça, sincèrement, je le place dans tous les webinaires, puisque pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que si tu arrives à te placer en amont des résistances et adresser des préoccupations, tu peux grandement limiter les résistances. Et il y a un modèle que je vais poster après dans le chat qui s'appelle le modèle des phases de préoccupation, qui montre que dans tout changement, que ce soit dans la société, dans des entreprises, face à l'IA, etc., un individu va passer par 7 phases de préoccupation. Première phase, c'est l'absence de préoccupation. C'est ce qu'on avait il y a peut-être 5 ans avec des rages qui nous disaient non, l'IA, ça ne va pas m'impacter, etc., c'est beaucoup trop loin. Deuxième phase, ça va être des préoccupations égocentrées, c'est-à-dire que la personne va s'interroger sur elle-même, comment ça change mes objectifs, mon poste, est-ce que ça me remplace, etc. On voit que les gens ont répondu à ce niveau de préoccupation. Après, ça va être des préoccupations sur l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on est sérieux dans ce changement, est-ce que c'est encore un outil qu'on va mettre sur l'étagère dans 6 mois et qui va prendre la poussière. Une fois que la personne a répondu à ces préoccupations, elle va passer sur un besoin de compréhension de l'IA, un besoin d'expérimentation, etc. Et ça fonctionne vraiment par palier. Et donc, c'est tout simple. Si vous arrivez à diagnostiquer le niveau de préoccupation de vos équipes, ça vous permet, on va dire, de mettre de l'énergie au bon endroit. Si, par exemple, vous voyez que vos collaborateurs sont en phase de préoccupation centrée sur eux-mêmes et leur job, en fait, ils ne seront pas du tout réceptifs à « oui, mais l'IA, ça va te permettre de faire ça, 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 etc. » Au contraire, ça va contribuer à booster ce côté résistance. Par contre, quand vous êtes dans cette phase, ça va être de les rassurer sur OK, bien sûr, ça va changer potentiellement tes objectifs, mais voilà ce qu'on prépare, des choses comme ça. Donc, vraiment la rassurer sur elle-même. Donc, je vais vous poster un article dans le chat, mais vraiment, si vous arrivez à diagnostiquer ce niveau de préoccupation, vous aurez des actions managériales adaptées et vous serez en mesure de grandement limiter ces résistances qui n'ont au final pas vocation à apparaître si vous vous placez en amont de ces résistances. Guylain, ton petit mot de la fin? Aymeric a un peu tout dit, mais c'est vrai que la résistance au changement, c'est clé, hein. On reste le pays des Gaulois réfractaires, hein, comme l'a dit notre président. Mais après, je reste sur ma notion, alors c'est peut-être mon formatage américain de Smart Recruiters, ma notion du why. Pourquoi on fait ça? Pourquoi l'IA va être utile? Et arriver à vraiment définir son process avant de mettre l'IA en face, comme vraiment une réponse, plus qu'un... L'IA, c'est un moyen, c'est pas le but. Dire je fais de l'IA... c'est vraiment, voilà ce que j'ai obtenu grâce à l'IA. J'ai réduit de temps mon temps de tâches chronophages, de paramétrage d'entretien, d'analyse de mes rapports. Enfin voilà, aujourd'hui, tu as des données de tout ton process de recrutement.
tu demandes à l'IA, en fait, où est-ce que je vais? Est-ce que je suis bien? En fait, l'IA peut te dire, dans 2 ans, là, tu n'as plus de candidat parce que tu as un truc qui se tarit, tu as ceci, tu as cela. En fait, ça te permet derrière, OK, ça va vraiment être un moyen pour aller chercher d'autres candidats et savoir ce que je dois mettre en place. Améliorer ta strat. Plus d'amélioration continue. Philippe? En mot de la fin, moi je dirais qu'il ne faut surtout pas négliger les répercussions de l'IA sur l'entreprise, ça tout le monde en est conscient, mais surtout ne pas négliger les obligations qui vont avec. Aussi bien du point de vue de la relation individuelle de travail entre l'employeur et son salarié, avec les outils d'IA qui peuvent venir modifier la relation entre le salarié et son manager ou le salarié et l'entreprise, mais aussi de bien prendre en compte les conséquences que l'IA peut avoir sur l'entreprise elle-même, et donc inclure finalement ces conséquences de l'IA dans la consultation annuelle sur la politique sociale, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, etc., etc. Ce sont des sujets qui semblent pour le moment être un peu négligés par les entreprises, mais pourtant, dans les mois et les années qui viennent, ça va être fondamental d'inclure un aspect IA sur effectivement tous ces sujets qui les dépassent un petit peu. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec le dernier commentaire de Stéphanie, il faut détruire les CSE. Alors, Stéphanie dit le plus gros frein pour les RH est de devoir présenter systématiquement en CSE toute utilisation de l'IA. Allez, c'est un peu la police des RH, le CSE. Oui. Bon, ça marche. Merci beaucoup. J'espère que ce webinaire vous a intéressé, que ça va quand même vous donner envie de vous mettre à l'IA. Et puis, je peux déjà vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Merci Aymeric, merci Philippe, merci Guilain, merci à toutes et à tous Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.